Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, Mais pas trop. conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs souverains, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et notre site internet sur meropodcast.fr. Ceci est un épisode hors série. Le harcèlement n'est pas une fatalité. On avait à cœur de faire un épisode spécial autour de la thématique du harcèlement scolaire, la grande cause soutenue cette année par notre label toutsavoir.fr dans le cadre du Podcaston 2024. Les podcasteurs du label ont choisi de soutenir ce projet cette année et de se solidariser avec les associations luttant contre le harcèlement scolaire en dédiant un épisode spécial à un fléau trop longtemps ignoré. Mais c'est forcément un thème compliqué à aborder dans le cadre de notre balado des Francs et des Mérovingiens. Alors, n'allez pas croire que le problème ne devait pas exister chez les Francs du 5e ou du 6e siècle. Le harcèlement moral et physique est sans doute l'une des formes les plus constantes de brutalité chez l'homme depuis la nuit des temps, et il n'y a aucune raison de croire que ça n'existait pas en Gaule au premier millénaire, entre enfants et adolescents, voire adultes d'ailleurs. Non, le problème, c'est plutôt que le monde de l'éducation ou de l'enfance n'est pas très documenté pour la période qui nous intéresse, et c'est un euphémisme. Donc autant dire que trouver quoi que ce soit à raconter précisément sur le thème du harcèlement scolaire en tant que tel est un peu mission impossible dans les limites de notre projet. Mais on va quand même essayer dans ce numéro hors série, en nous attachant à un cas célèbre du IVe siècle qui, sans être de même nature que le drame vécu chaque année par des dizaines de milliers d'enfants en France et dans les pays occidentaux, a des résonances intéressantes, comme vous allez le voir. Dans les couloirs de nos écoles, dans les salles de classe et jusqu'à la maison, un ennemi silencieux rôde, discret mais dévastateur. Ce fléau, c'est le harcèlement scolaire. Il peut prendre diverses formes. Moqueries, insultes, exclusions, agressions physiques ou cyberharcèlement. Ces actes ne font pas qu'effacer des sourires, non. Ils brisent des rêves et détruisent des vies. Les enfants et adolescents cibles de moqueries et d'agressions portent en eux une souffrance, souvent difficile à repérer, parfois même invisible. Et pourtant, cette souffrance pèse très lourd sur leurs jeunes épaules. Face à ce fléau, le silence est notre pire ennemi. Trop souvent, les victimes se taisent, par honte, par peur des représailles. Les témoins, de leur côté, ferment les yeux, par crainte de devenir la prochaine cible. Et pendant ce temps, le harcèlement continue et se répand jour après jour. Il est temps de briser ce silence. Il est temps de parler, d'écouter et d'agir. Si vous êtes témoin de harcèlement, ne détournez pas le regard. Si vous êtes victime de harcèlement, sachez que vous n'êtes pas seul. Parlez-en à un adulte en qui vous avez confiance. Un enseignant, un CPE, un assistant d'éducation. Tout autre adulte du collège ou du lycée, ou encore un membre de votre famille. Il existe aussi des associations qui luttent contre le harcèlement. E-Enfance d'abord, avec son numéro gratuit, ouvert de 9h à 23h, le 30-18. Il y a aussi Parle, je t'écoute. Association Plus Fort. Les outsiders. Onde bleue. Ou encore Biker contre le harcèlement. Tout le monde peut agir contre le harcèlement. Il faut aussi être à l'écoute. Il ne faut jamais minimiser la parole des victimes. Laissez l'enfant ou l'adolescent s'exprimer sur ce qu'il traverse sans l'interrompre, puis ensuite le rassurer et agir. Les professionnels de l'association e-enfance peuvent vous aider concrètement. Par exemple, en supprimant d'Internet une vidéo de harcèlement, en quelques heures seulement. Ensemble, nous pouvons faire de nos écoles des lieux de sécurité, de respect et d'apprentissage pour tous. Ensemble, brisons le silence. Ensemble, mettons fin au harcèlement. Ensemble, construisons un avenir où chaque enfant peut apprendre et grandir sans avoir peur. Alors l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui n'est pas un cas de harcèlement scolaire, évidemment, vu que le contexte antique était différent et que le grand Charlie n'était pas encore passé par là. Mais le harcèlement est un phénomène universel qui s'applique tout particulièrement aux enfants et aux adolescents et qui peut prendre des formes plus larges que le cadre de l'école, en épousant les mêmes codes et les mêmes schémas,
et même dans un univers totalement différent des cours d'école du XXIe siècle. Cela est facile à imaginer. Et au IVe siècle, si on est passé assez vite dessus, il y a un personnage dont on peut dire avec une bonne assurance que l'enfance et l'adolescence n'ont pas dû être faciles. Je veux bien sûr parler du futur empereur Julien l'Apostat. En tout cas, pour un hors-série autour du harcèlement, l'histoire de la jeunesse de ce prince vaut sans doute le coup d'être un peu racontée. Alors, laissez-nous vous parler plus en détail de l'enfance de Julien, né autour de 331 ou 332 à Constantinople, unique fils du couple formé par le prince Jules Constance et sa nouvelle femme, une aristocrate du nom de Basilia. Le petit Julien vit ses premières années dans le palais impérial au bord du Bosphore, qui se situait là où on trouve aujourd'hui la mosquée bleue dans la ville moderne d'Istanbul. Et c'est donc au début des années 30, dans le palais flambant neuf de son vieil oncle, l'empereur Constantin le Grand, qu'il reçoit toute l'attention et l'éducation due au plus jeune prince de la famille impériale. Bonne nouvelle d'ailleurs, Constantin a décidé de transformer radicalement le titre de patricien romain, vu qu'il ne veut plus entendre parler des familles nobles de Romains qui pensent qu'ils ont toujours le monopole des titres honorifiques au IVe siècle. Constantin remplace donc cet antique titre de noblesse par une nouvelle forme de patricien, une forme qu'on connaît d'ailleurs sous le nom de patrice en français moderne. Alors, ça reste le même nom en latin, mais en français courant, ce terme de patrice, différent de patricien donc, est un titre honorifique, non héréditaire, donné seulement par l'empereur. C'est donc une nouvelle distinction réservée à des hommes choisis par lui, qui remplace d'un coup l'ancienne au début des années 30. Et je vous le donne en mille. Qui est l'un des tout premiers, si ce n'est le premier, à recevoir le titre de patrice en 355, alors qu'il sait à peine marcher ? Julien, bien sûr, qui annonce sa carrière météorique dès le plus jeune âge. Ce n'est pas beau cette histoire de petit prince à qui tout sourit ? Pour un peu, on lui dessinera un mouton, avant sa traversée du désert. Alors sur le papier, tout ça ressemble à un conte de fées, mais la situation familiale est plus complexe qu'elle n'en a l'air. Son père, Jules Constance, n'est que le demi-frère de Constantin, et les deux ont eu une relation compliquée depuis le début. D'abord, parce que la mère de Constantin le Grand, Sainte Hélène, ne supportait pas la nouvelle famille du papa Constance Chlore et qu'elle l'avait mentalisé contre ses demi-frères et sœurs. À croire que la sainte était un peu rancunière de s'être fait larguer par Constance Chlore pour un mariage plus prestigieux. Et justement, une des racines du problème, c'est que cette nouvelle branche avait une légitimité plus forte sur le papier, vu que Jules Constance et ses frères descendaient à la fois du patriarche Chlore, mais aussi de l'autre empereur, Maximien, l'affreux collègue de Dioclétien, qui avait terrassé Carausius à la fin de la saison 1 et lui avait fait épouser sa fille, si vous vous souvenez. Une longue histoire donc, qui explique que si finalement Constantin, vers la fin de sa vie, a rappelé tout le monde à la cour de Constantinople, il y avait quand même pas mal de tensions entre les deux branches de la famille qui ne pouvaient pas trop se sentir. Et dès la mort du patron, c'est le grand déchaînement. Son fils cadet, Constance II, que vous connaissez bien maintenant, prend les manettes dès 337 et se débarrasse de ses oncles et de ses cousins. Il convainc apparemment l'évêque du coin de dégainer opportunément un testament de Constantin Ier écrit sur son lit de mort et accusant ses demi-frères de l'avoir empoisonné, ce qui lui permet de manipuler la garde impériale pour venger ce crime atroce en passant tout le monde par le fil de l'épée. Première leçon d'histoire, pour ce qui est des souffrances et du harcèlement des enfants, ne pas juger sur l'apparence extérieure. Parce que oui, le petit Julien a eu et va continuer d'avoir matériellement une super vie de prince impérial avec un joli titre de patrice et des esclaves à son service. Mais en réalité, derrière les apparences, sa vie devient littéralement intenable du jour au lendemain. Le gentil prince Julien, qui avait déjà perdu sa maman très peu de temps après sa naissance, voit son papa, ses oncles, ses cousins, enfin un peu tout le monde, se faire exécuter brutalement autour de lui en quelques jours. Toute la famille y passe en 337, sauf lui, trop jeune pour faire peur à qui que ce soit, du haut de ses 5 ans, et son demi-frère Gallus, âgé de 11 ans, mais tellement malade qu'on le laisse agoniser tranquillement en se disant que la nature va s'occuper du problème. C'est sa condition médicale critique, au moment fatidique, suivie d'une récupération miracle quelques mois plus tard, qui va lui sauver la vie. Mais ce n'est que le début des problèmes pour le petit Julien, qui va traverser une longue période de souffrance à partir de là. Parce que Constance II doit maintenant décider quoi faire de ces deux gamins qu'il n'a pas fait massacrer,
mais qui l'encombre plus qu'autre chose. Décision immédiate pour Julien, il est envoyé quelques années en résidence surveillée, loin de Constantinople, à Nicomédie, sur l'autre rive du Bosphore. Une prison dorée où, coupé du reste de la famille impériale, il est seulement entouré d'un précepteur qui s'occupe de son éducation. Première étape avant que Constance ne commence sérieusement à s'inquiéter de la popularité grandissante des deux frères, Gallus ayant lui aussi été mis en surveillance stricte. L'empereur décide donc, dans les années 40, de franchir un cap et de se débarrasser d'eux pour de bon en les envoyant ensemble dans un trou perdu en Cappadoce, à des centaines de kilomètres de la capitale. Un exil de 6 ans pour l'adolescent, coupé du monde, en résidence surveillée et gardé par un sbire de Constance qui va ressembler à un véritable enfer. Julien, plus tard, dans une lettre, décrira lui-même cette période. Et je cite : « Comment décrirais-je les 6 années que nous avons passées là-bas ? Car nous vivions comme sur le domaine d'un étranger, et nous étions surveillés comme si nous étions dans une garnison perse, puisqu'aucun étranger ne venait nous voir et qu'aucun de nos anciens amis n'avait la permission de nous rendre visite. » Donc oui, en effet, une vie pas facile, même pour quelqu'un qui se décrira plus tard comme stoïcien. Et même si on se dit qu'il n'a pas dû avoir une enfance simple, ce gamin, genre limite prisonnier d'État façon masque de fer, vivant dans la peur constante de son cousin, capable de s'en débarrasser d'un claquement de doigts à n'importe quel moment. Mais bon, d'un autre côté, sa vie matérielle est loin d'être un problème par rapport à l'immense majorité des populations de l'époque. Et le fait de ne pas pouvoir inviter ses copains pour ses fêtes d'anniversaire, est-ce que c'est vraiment du harcèlement qu'il a subi ? C'est bien entendu difficile de comparer une situation comme la sienne à celle que vivent malheureusement trop de jeunes dans notre société au XXIe siècle avec le harcèlement scolaire. Mais il y a tout de même des similitudes dans le processus de martyriser un jeune gamin par des blessures psychologiques parfois encore plus violentes que les physiques. D'abord, et c'est l'évidence, c'est l'isolement de la victime, dont Julien, des années après, continuera de garder le souvenir vivace. Si ce n'est son demi-frère plus âgé que lui qu'il retrouve à l'adolescence, il va vivre coupé de ses proches, de ses amis, et surtout sans la moindre forme d'affection familiale ou amicale pour l'entourer et le soutenir. Un isolement affreux pour un orphelin aux mains des sbires du bourreau de sa propre famille. Et puis, l'autre torture qu'il a subie, c'est la durée évidemment. Nous savons que l'enfer de Julien a fini par prendre fin au bout d'une grosse dizaine d'années, après ses 2 emprisonnements successifs. Mais pour Julien et son demi-frère, cette période a dû sembler une véritable éternité. Le jour sans fin d'exilés dans une prison dorée, d'où on ne les laisserait jamais sortir, puisque c'était probablement le plan initial. Dernier élément de leur captivité qui fait écho à la souffrance de l'enfant harcelé aujourd'hui, c'est la violence psychologique évidemment de la situation. Puisque les 2 enfants ont dû comprendre tôt ou tard que leur sort était scellé en fait. Personne à Rome ne laisse jamais d'héritier concurrent en vie trop longtemps, de peur qu'ils ne servent d'aimant à des opposants du régime. N'importe quel usurpateur du dimanche rêverait de prendre le contrôle d'enfants impériaux comme eux pour légitimer un coup d'État, ce qui rend leur survie incompatible avec la stabilité du régime. Une vérité éternelle qui fait qu'au bout d'un moment, Julien et son demi-frère ont dû parfaitement comprendre que ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne finissent mal. Le fait qu'ils s'en soient sortis finalement, sans encombre physique, un pur coup de chance du fait de l'infertilité de Constance, qui a dû décider de les épargner faute d'héritier, ne change rien à la terreur psychologique dans laquelle ils ont dû vivre pendant des années. C'est vrai que si les souffrances infligées au prince Julien n'ont pas été du fait d'autres gamins, elles ressemblent quand même grandement à celles typiques dans le cas de harcèlement scolaire, à savoir l'isolement, quand la victime se retrouve seule et dans l'incapacité de se défendre. La répétitivité, quand les agressions qui se répètent régulièrement durant une longue période, et finalement la violence physique ou psychologique, quand le rapport de force s'exerce sur un élève démuni face au pouvoir qu'il subit. Mais bon, par contre, pour le petit Julien, les souffrances qu'il a subies ne sont pas du même ordre que les stigmatisations habituelles dont souffrent les enfants harcelés. On ne se moque pas de lui, on ne le tourmente pas du matin au soir avec des insultes ou des humiliations. Donc, est-ce vraiment pareil ? Non, ce n'est pas pareil, c'est sûr. Mais étrangement, on trouve quand même des similitudes dans le parcours de l'adolescent avec les formes classiques du harcèlement que subissent les jeunes parfois au XXIe siècle. Puisqu'une fois parvenu au terme de sa captivité, et que l'adolescent sort de sa prison dorée, libéré un peu à contre-cœur par Constance, c'est là que le véritable harcèlement contre Julien va prendre une tournure sévère. Parce que la cour des moqueurs
Épousant sans doute les sentiments tourmentés de l'empereur qui n'aime pas le neveu qu'il est forcé de positionner comme son successeur, la cour donc va le pilonner sous tous les angles possibles à la manière des harceleurs modernes. On s'en prend bien sûr à son apparence physique, puisqu'on critique son accoutrement et sa barbe adoptée lors de son séjour en Grèce, qui lui vaut le sobriquet de chèvre à Milan. Et puis évidemment, ça s'accompagne d'autres qualificatifs, puisqu'il se fait traiter de singe, entre autres amabilités. Et puis, le trop classique grec manqué, qui dans la conscience de l'époque est une double insulte, puisqu'on critique évidemment son appartenance à un groupe culturel méprisé à la cour, malgré son propre métissage, mais passons, mais aussi, et plus important, grec manqué équivaut dans ce contexte du IVe siècle à un efféminé. Et ça ne surprendra personne, c'est une insulte terrible à l'époque, que de l'affubler de cette caractérisation d'une orientation sexuelle jugée indigne et qui équivaudrait à faire de lui un mou et un lâche. Terminons le panorama sur l'élocution du jeune Julien, dont on se moquera toute sa vie. Une élocution mal maîtrisée, un rythme saccadé dans ses propos qui fait de lui la risée des beaux parleurs de la cour qui mettent ce trait sur une imbécilité supposée du jeune César. Rien ne va pour ses détracteurs dans son expression orale. On se moque de ses tremblements d'épaules, de son regard insensé, de ses pieds instables, de ses narines respirant trop fort, de son éclat de rire sans retenue, etc., etc. Et oui, Julien est sans doute un grand nerveux. Ce qui n'est pas très surprenant, vu ses traumatismes d'ailleurs. Mais est-ce une raison pour le massacrer publiquement ? Apparemment oui, pour ses détracteurs du IVe siècle. L'apparence physique, le handicap réel ou supposé, l'orientation sexuelle et l'appartenance à un groupe culturel particulier, et tout ça jeté à sa figure par une meute de courtisans fielleux qui se liguent contre lui par jalousie ? Oui, je suis d'accord avec toi. Il fait le grand chelem de la parfaite victime de harcèlement qui subit à la fois le déchaînement de violence d'un groupe qui tente de le détruire mentalement avant de s'en prendre à lui physiquement. Alors c'est sûr qu'encore une fois, ces reproches lui ont été faits après sa captivité malheureuse, lorsqu'il quittait l'adolescence et devenait un héritier mal aimé de l'empereur Constance II. Mais c'est amusant de voir que les tourmenteurs d'hier et d'aujourd'hui utilisent les mêmes techniques pour faire souffrir ceux qu'ils ne sont pas capables de détruire directement, notamment les plus faibles et les plus jeunes. Mais c'est quand même relativement triste de se dire qu'en 2000 ans, tout cela n'a pas trop changé. C'est vrai. Mais inversement, hier comme aujourd'hui, les victimes trouvent aussi parfois les moyens de surmonter ce genre d'adversité, aussi sévère que soit leur situation. On l'a dit et il faut le redire sans cesse. C'est aussi le rôle des adultes que d'être là pour aider et protéger des jeunes face à ce genre de difficultés. Pour en revenir à Julien, c'est grâce à quelques alliés dans sa jeunesse qu'il va réussir à se sortir d'une condition si catastrophique. La femme de Constance II, par exemple, qui va apparemment défendre tout le temps sa cause auprès de son mari et ne pas le laisser tomber, malgré la coalition de jaloux qui pousse l'empereur à s'en prendre à lui. Et puis surtout, son professeur des premières années, un eunuque du nom de Mardonios, d'origine barbare, un homme sans prétention, mais qui va apprendre la meilleure leçon possible au jeune Julien, celle de triompher de ses ennemis qu'il ne peut pas vaincre par la force, par son travail et son érudition. Un professeur qui lui enseignera tout, même la prudence, et à savoir faire profil bas pour sauver sa peau, le temps de pouvoir renverser la situation. Un homme que Julien gardera dans son cœur toute sa vie pour avoir été sa bouée de sauvetage pendant ses années d'isolement et de brimade au début des années 40. Un homme qui lui a sans doute donné cette autre arme pour tout surmonter malgré les ordures que ses bourreaux lui feront subir toute sa vie, c'est-à-dire la ferme assurance de sa propre valeur, une conviction inébranlable dans son talent et de sa personne, malgré les insultes dont il a été la victime. C'est sans doute là que Julien va puiser son indomptable volonté de s'en sortir, de triompher par son intelligence et son travail. On l'a décrit comme un lâche et sans force, il va apprendre à devenir un général d'exception à la surprise de tous arrivés à l'âge adulte. On le traite de mou et d'incapable, il va retourner la situation économique de la Gaule ruinée et en refaire une province fonctionnelle économiquement viable, qui lui donne assez d'assises à partir de 360 pour se dresser contre son cousin. On le fait passer pour une chèvre incapable d'aligner 3 mots à l'oral, il va se révéler un des meilleurs écrivains du IVe siècle, un philosophe dont on a gardé une petite partie des œuvres, mais qui a manifesté un immense talent d'écrivain. Julien, mal parti dans la vie, moqué, humilié, menacé toute son enfance et toute sa jeunesse, a réussi envers et contre tout à surmonter tous les obstacles. Un homme brimé qui prouvera un jour sa supériorité sur tous les détracteurs qui ont tenté de l'anéantir pour devenir l'un des empereurs romains
les plus capables, comme l'un des plus improbables. Une belle leçon de vie donc que nous lègue Julien. Et un sacré encouragement pour tous les harcelés. Oui, la vie de Julien n'est pas vraiment comparable en tant que telle à celle des enfants martyrisés dans les écoles et les collèges du XXIe siècle. Mais le harcèlement reste le harcèlement. L'arme de ceux qui veulent se sentir forts en stigmatisant la différence et en humiliant ceux qu'on jalouse ou qui nous dérangent tout simplement. Comme le dit très bien Ammien Marcellin, dont je n'écorche pas le nom pour une fois, qui nous raconte par le menu tous les tourments qu'il a subis dans sa jeunesse, plus le mérite s'élève et plus il est en butte à l'envie. Une leçon toujours vraie 1700 ans plus tard, malgré les humiliations et les brimades, cet homme a su tout surmonter pour réussir à donner tort à tous ceux qui ont cru que l'humilier était une méthode facile pour garantir leur pouvoir de faible. Vous aussi, ne laissez pas les harceleurs triompher. Si vous êtes victime ou témoin, composez le 30-18. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode. Mm-hmm.